France Inter. It's Morning Edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour entre Israël et le Liban ce soir. Et ça, c'est l'annonce donc des discussions sur un cessez-le-feu. C'était hier à la télévision israélienne. Bonsoir David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et aussi chercheur associé à l'IRIS. Benjamin Netanyahou va s'exprimer dans un peu moins d'une heure maintenant. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, dit qu'on est dans la phase finale. Est-ce qu'on dit qu'on y est aujourd'hui? Nous sommes devant un cessez-le-feu, une trêve au moins, peut-être un cessez-le-feu. Oui, c'est vraisemblable, parce que on voit que la réunion du cabinet élargi, justement, et là, va certainement donner son aval. C'est la raison pour laquelle il a été réuni aujourd'hui. Et l'annonce pourrait être faite vraisemblablement par Joe Biden éventuellement demain. Il y avait quelques oppositions, mais qui n'ont pas été suffisantes pour faire obstruction. Il y avait notamment Milice Ben-Gvir, qui était critique, mais qui n'a pas mis sa démission dans la balance. Texto, il dit, ce serait une grosse erreur et une occasion historique manquée d'éradiquer le Hezbollah. Qu'est-ce qui fait que Benjamin Netanyahou peut se passer de lui là-dessus? Parce qu'il a fait valoir un certain nombre d'éléments qui pouvaient justifier justement la finalisation d'un accord. D'abord, il y avait la question, il voulait éviter qu'il y ait un passage au Conseil de sécurité dans le contexte actuel, vu la stigmatisation de l'opération israélienne. Il y avait l'épuisement de l'armée aussi, qui était engagée d'abord à Gaza, puis sur le Liban. Et puis il a fait valoir aussi le fait qu'il était parvenu à dissocier Gaza de négociations de Gaza avec les négociations du Liban. Il faut rappeler qu'au début, le Hezbollah avait conditionné l'idée d'un accord à partir du moment où il y aurait préalablement un accord sur Gaza. Et il a renoncé à cette condition. Et donc, ça permet à Benjamin Netanyahou, effectivement, de finaliser un accord uniquement avec le Hezbollah, ce qui, en creux, évidemment, signifie un abandon du Hamas dans le processus. Alors, abandon du Hamas, on va revenir sur ce qui est corrélé effectivement et surtout ce qu'avait dit Benjamin Netanyahou lorsqu'il a justifié la guerre avec le Hezbollah. Un mot quand même sur ce que vous venez de dire, parce qu'Anthony Blinken, en même temps qu'il dit qu'on est à 2 doigts d'un cessez-le-feu, il dit aussi que ça permettra de mettre fin au conflit à Gaza. Vraiment ? Alors, dans la stratégie américaine, il y avait l'idée d'articuler les deux. C'était effectivement que, de manière synergique, il aurait pu y avoir un double cessez-le-feu. Et alors à ce moment-là, ça permettrait évidemment de finaliser un accord sur la libération des otages. Mais c'est pour ça qu'il le dit, Blinken, du coup, pour essayer quand même de pousser là-dessus, même si effectivement, comme vous nous l'avez dit, on a décorrélé les deux. Oui, mais sa priorité, c'est d'abord le Liban. Quitte à revenir après sur Gaza, il n'est pas exclu d'ailleurs que la marginalisation du Hamas soit aussi un moyen de pression pour convaincre le Hamas qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier, alors qu'il a fait obstruction jusque-là. La justification donc de l'entrée en guerre d'Israël contre le Hezbollah, c'était de pouvoir faire revenir les habitants du nord d'Israël qui avaient dû fuir à cause des bombardements. Est-ce que cette condition, elle est remplie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire quand même, et au-delà des préventions de certains, que cette guerre-là, elle est gagnée pour Israël? Après tout, le Hezbollah est décapité, le sud-Liban est dans un état... Oui, mais le Hezbollah n'a pas disparu. Ouais. Le Hezbollah est durablement affaibli, c'était un des premiers objectifs. Alors, l'objectif déclaré, c'était effectivement de permettre aux quelques 70 000, 80 000 résidents du nord d'Israël de pouvoir réintégrer leur maison, mais tout a été détruit, et donc de toute façon, ils ne pourront pas le faire de manière immédiate, puisque dans le cas du projet de cessez-le-feu, il y a 60 jours qui sont prévus, qui sont programmés pour une évacuation du sud-Liban par Israël, simultanément une évacuation du Hezbollah, justement, du même sud-Liban, et une disposition des forces de l'armée libanaise, justement, et un mécanisme de vérification. Donc c'est assez lourd, mais c'est très formaté et c'est très contraignant. Formaté, un peu comme la résolution 1701 qui était celle de 2006 après la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, et on n'a jamais vu cette zone réellement être débarrassée, notamment du Hezbollah, et jamais vu non plus l'armée libanaise être capable de prendre cette partie-là. Qu'est-ce qui dit que cette fois ça peut marcher? Oui, vous avez raison, mais beaucoup de choses ont changé.
D'abord, il y a une guerre d'attrition qui a été menée par Tsahal contre le Hezbollah, qui est très affaibli. On dit qu'il a perdu les 2/3 environ de ses capacités en termes de munitions, d'armement. Il y a près de 3500 membres du Hezbollah qui ont été mis hors de combat d'une manière ou d'une autre. Et donc, de ce point de vue-là, il pèse plus comme il a pesé précédemment. L'idée, justement, par rapport à l'armée libanaise, c'est aussi, dans le projet américain, de rehausser les effectifs de l'armée libanaise pour qu'elle ait une crédibilité qui lui faisait défaut jusqu'à présent, notamment par rapport au Hezbollah. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui ont beaucoup évolué par rapport, effectivement, à 2006, qui prévoyait dans la résolution 1701 que vous évoquez, le retrait du Hezbollah qui n'avait jamais eu lieu, effectivement. Plus de 4000 morts quand même, 1,5 million de déplacés. Est-ce que ça a joué aussi? Vous le disiez, le Hezbollah est affaibli. On avait dit au début de la guerre, souvenez-vous, c'était le souhait d'Israël qui disait la population libanaise va se retourner au fond contre le Hezbollah. Ça n'a pas été le cas. Il n'empêche que 1,5 million de déplacés, encore une fois, et presque 4000 morts. Est-ce que ça joue quand même? Parce que politiquement, le Hezbollah, c'est aussi quelque chose qui compte au Liban. Est-ce que ça a joué, ça, ou pas? Oui, alors, il y avait sûrement un calcul à double détente dans l'opération israélienne. L'idée d'affaiblir le Hezbollah, c'était aussi de l'affaiblir sur l'échiquier politique libanais. Effectivement, il y avait peut-être le calcul, manifestement, qui n'a pas été totalement réalisé sur la population, parce que le Hezbollah, c'est malgré tout un parti libanais. Monsieur. Il a des élus au Parlement, il n'est pas un corps étranger. Donc c'est ça la difficulté, en fait. Même si, évidemment, beaucoup de Libanais ont reproché au Hezbollah, finalement, d'avoir pris en otage le Liban dans son affrontement avec l'agenda iranien. Mais les choses sont extrêmement complexes. Et donc, on va voir à terme comment va se positionner le Hezbollah affaibli dans la nouvelle configuration politique libanaise. Est-ce que vous diriez, David Rigouleiros, que l'Iran est de nature à calmer le jeu, de demander justement au Hezbollah de ne pas rompre la trêve? Peut-être même avant l'investiture de Trump, d'ailleurs, on verra comment ça joue. Alors, en tout cas, il semblerait que le guide Ali Khamenei ait donné son aval, c'est d'après les sources relayées par le New York Times. Au Hezbollah pour signer un cessez-le-feu. Et donné son aval pour avaliser le cessez-le-feu et donc formaliser un accord. Ce qui n'allait pas de soi, évidemment, ce qui aurait été impensable il y a 3 mois. Mais c'est aussi parce que, de la part de Téhéran, il y a la prise en compte, c'est de la réelle politique. C'est que Téhéran sait qu'il est désormais directement dans le collimateur aussi de l'État hébreu, et que la nouvelle administration qui va venir en janvier est encore plus pro-israélienne, en tout cas, veut absolument mettre une pression encore plus importante sur le régime iranien. Donc il y a des arbitrages stratégiques qui sont faits à Téhéran, qui doivent être compliqués, parce que ça revient à acter, d'une certaine manière, une dévaluation stratégique de ses mandataires. D'abord le Hamas, mais surtout le Hezbollah, évidemment. Et donc c'est un calcul, effectivement, à moyen et long terme. Donc manifestement, ça permettrait effectivement un accord qui ne résoudrait pas tout, mais qui acterait effectivement des évolutions très significatives au niveau régional. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se retrouver pendant très longtemps dans cette espèce d'état, effectivement, de cessez-le-feu, de zones qui, comme pour les raisons que vous nous avez expliquées, peut être réinvestie par l'armée libanaise, mais sans qu'une paix soit réellement signée? Est-ce qu'on s'achemine plutôt par là, ou est-ce que le mot paix, on peut le prononcer aujourd'hui? Paix, cessez-le-feu, c'est pas la paix. Ah non, on est d'accord, c'est pour ça que je pose la question. D'ailleurs, on le voit avec les deux Corées, par exemple. Absolument, ouais. Mais du coup, on peut se retrouver avec une situation en tout cas, la question, c'est les objectifs de guerre. Les objectifs de guerre, c'est du point de vue d'Israël, de pouvoir ramener sa population au nord d'Israël et donc d'éloigner le Hezbollah au niveau du fleuve Litanie à 30 km. Ça sera vraisemblablement le cas. Le problème, c'est la pérennisation de la situation. Et c'est pour ça qu'Israël a demandé aux Américains une clause de sauvegarde, entre guillemets, c'est-à-dire de se laisser le droit de relancer des opérations militaires s'il y avait violation des termes de l'accord qui serait formalisé. Voire à l'intérieur du territoire, c'est ce que je comprends dans cet astérix, au fond, que Israël met au bout du cessez-le-feu. Et ça, c'était un point de blocage du point de vue du Hezbollah. Il avait cédé sur le reste, mais il voulait pas céder en argumentant sur le fait que ça hypothéquait la souveraineté libanaise
formellement c'est le cas. Bien sûr. Mais sauf que la souveraineté libanaise, en fait, elle est malheureusement, elle n'existe pas, puisqu'elle est hypothéquée par justement le poids du Hezbollah, dont l'agenda n'est pas libanais. L'ONU n'est absolument pas impliquée dans les négociations, mais on sait que l'ONU non seulement existe, mais est présent avec la FINUL. Est-ce qu'on peut imaginer un rôle accru de la FINUL, ne serait-ce que pour porter main forte peut-être à l'armée libanaise ou pas ? Oui, ça fait partie vraisemblablement de l'accord en question. C'est-à-dire que l'armée libanaise aide la FINUL à mieux surveiller et qui est pour l'armée libanaise la légitimité justement onusienne qui lui conférerait pour la présence justement au sud Liban un poids qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Donc c'est effectivement une logique vertueuse qu'on tente de mettre en œuvre, mais les Israéliens ont manifestement accepté parce qu'ils ont demandé une garantie américaine. Alors justement, ont accepté, je me demandais dans quel sens ça marchait en fait. Est-ce que c'est les Américains qui poussent à Netanyahou à accepter cette trêve et peut-être ce cessez-le-feu? Est-ce que c'est même un cadeau au fond que Netanyahou leur fait avant l'investiture de Trump? Comment ça se lit ça? Oui, alors d'aucuns ont considéré qu'il ferait pas ce cadeau à Joe Biden avant l'arrivée de Donald Trump. En réalité, il y a déjà des discussions entre les deux administrations, l'actuelle et la future, pour une raison relativement compréhensible, c'est que Donald Trump, qui se présente comme celui qui arrête la guerre, n'a pas trop envie d'avoir à régler ça une fois qu'il arrive. Il préférait que ça soit déjà un peu le cas avant, même s'il restera évidemment le cas de la bande de Gaza. Mais donc c'est pour ça que vraisemblablement il y a une pression qui est faite aussi sur le gouvernement israélien pour accélérer le mouvement et pas attendre le mois de janvier. Et c'est pour ça que Biden lui-même pourrait faire une déclaration, par exemple. C'est ce qui est prévu visiblement demain, mais oui, c'est ce qui est effectivement plus ou moins annoncé. Il n'y a pas eu de confirmation, mais s'il devait y avoir un accord, il est vraisemblable qu'effectivement il se réexprimerait sur le sujet. Qu'est-ce qu'on sait, David Rigoleros, du rôle de la France dans les premières annonces de cessez-le-feu? Les Américains et les Français étaient quasiment sur un pied d'égalité. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'annonçait. Aujourd'hui, un peu moins. On sait que ça irrite terriblement Israël et on se souvient pourquoi que la France soit très impliquée. Où est-ce qu'on en est, nous, là-dedans? Oui, initialement, il y avait un binôme, depuis le début de l'année, un binôme franco-américain. Justement, il y avait même un plan français depuis février, mais qui n'avait pas pu être finalement actualisé. Là, c'est le poids américain qui est déterminant. Alors effectivement, de la part du gouvernement Netanyahou, il y avait le souhait que les Français ne soient pas partie prenante du processus du mécanisme de vérification, pour les raisons que vous évoquez. Oui. Mais manifestement, les Américains souhaitaient quand même intégrer les Français. Et puis, c'était un souhait aussi des Libanais. Donc, il y a eu des arbitrages parce que, de toute façon, en dernier ressort, les Israéliens sont convaincus que la vraie garantie, c'est la garantie américaine. On attend en tout cas les déclarations de Benjamin Netanyahou pour être sûr. Ça doit se passer théoriquement autour de 19h. David Rigoleros, merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, ce soir, ça se passe entre les deux Corées, dans un paradis de biodiversité étonnamment qu'est la zone démilitarisée, grignotée de plus en plus par le sud de la Corée. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars. Au Suriname, le président veut partager l'argent du pétrole avec toute la population. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Mattebon. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. Donald Trump commence à annoncer des hausses de tarifs douaniers. Plusieurs pays visés, mais une cible principale, la Chine. Et Hélène, nos pays des 50 États avec Hélène Chevalier. Bonsoir Hélène. Bonsoir Fabienne, je vous emmène à la ferme cette semaine avec Jessie qui élève des dindes. Eh ben oui, dans 2 jours c'est Thanksgiving. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète commence à peine. Voici Korda et Back on the Road, c'est ce qu'il dit. Lui qui a sorti un album qui s'appelle Crossroads, preuve que semble-t-il, il a trouvé son chemin. Il est dans la playlist de France Inter. Listen, I'm back on the road again, been popping them Zans, this shit just might be my demise. Too many ops out here that's posing as friends, these niggas gon' wear a disguise. Why you betray my trust? I thought it was love, but the shit doesn't come by surprise. Nothing is real as the same when you trace your drink, dog, you just gotta open your eyes. This world is a motherfucker, filled with all type of blood suckers. Put that shit on my blood, brother, ain't no worse feeling when you tryna run up a million, but they don't got no love for you. Where the love go? When I showed them the utmost, man, this shit is so cutthroat, that was my mistake. Boy, I won't make that shit again, never let niggas up close. So fuck and fuck his mama too, this dedication, boy, I want the drama too. And I ain't gangsta at all, but I grill a nigga and step over you like Tyronn Lue. Quick pause, but this music industry be fucking niggas like a damn prostitute. Fuck 12, but shit, I could cop a few new cribs, only with the highest view. I'm back on the road again, been popping them Zans, this shit just might be my demise. Too many ops out here that's posing as friends, these niggas gon' wear a disguise. Why you betray my trust? I thought it was love, but this shit doesn't come by surprise. Nothing is real as the same when you trace your dream, dog, you just gotta open your eyes.
about to doze off. I ran out of Papa Zoloft. If he nosy, I'ma knock his nose off. If he holy, I'ma send his soul off. Trespassing, I'ma cut his toes off. Much faster than to cut my hose off. If he ratting, I'ma cut his tail off. I'm you happening with my robe off. One mic, zero flaws. Spitting 24 karat gold bars. To a gunfight, I bring a blowtorch. Spending new money to fight an old charge. No such thing as no charge. Been hot since the Cold War. I already told you like Cardi done told you. You think it's a game and I bought the controllers. Purple the rain, let it fall in the soda. Been dripping so long, got water erosion. Heart of a soldier. My nigga just had a daughter. I just went bought her a stroller. My nigga just lost his father. I just went bought her my shoulder. And I'm getting smarter and older. Call Mr. Carter the Yoda. We do this all for the culture. I bought a house in Miami. Fuck it, I'm lying. It's cheaper. I bought it in Boca. My nigga just lost his mama. Ain't shit I can do. I just called him and offered some closure. Then I pulled off in a Rover. I thought that I told you, my nigga, the talking. I'm back on the road again. Been popping them Zans. This shit just might be my demise. Too many ops out here that's posing as friends. These niggas gon' wear disguise. Why you betray my trust? I thought it was love, but this shit doesn't come by surprise. Nothing as real as the same when you chase your dream. Dog, you just gotta open your eyes. Le reportage ce soir est à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, dans la DMZ, la zone démilitarisée, une bande de terre de 4 km de large, interdite aux civils. Et loin des activités humaines, c'est un véritable havre de biodiversité qui s'est installé. Les espèces menacées s'y sentent bien, elles prospèrent. Sauf que chaque année, cette zone tampon est grignotée peu à peu par l'étalement urbain de Séoul, puisque la capitale n'est pas très loin de ce fameux 38e parallèle. Le reste, c'est à Paju que ça se passe, et c'est Célio Fioretti qui raconte. Loin de l'agitation de la capitale, Séoul, à une trentaine de kilomètres d'ici, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées depuis 1953 a des airs de forêt vierge. Ici, les civils ne sont pas les bienvenus et la nature a peu à peu repris ses droits. Cicatrice d'un conflit gelé, cette bande de terre est devenue, un peu par accident, une véritable réserve naturelle qui réserve bien des surprises, comme l'explique Cho Do-soon, président de l'Institut coréen pour l'environnement. La zone démilitarisée est un vrai havre de biodiversité. Grâce à cette zone, nous avons pu observer plusieurs milliers d'espèces de plantes et d'animaux dans un environnement presque primaire. Par exemple, nous avons réussi à observer des ours bruns d'Asie, qui sont habituellement extrêmement rares à trouver dans le reste de la Corée. Pourtant, cette zone tampon bien gardée par des soldats en armes est menacée. Ici, l'ennemi n'est pas nord-coréen, non, il se trouve en Corée du Sud et c'est l'étalement urbain qui grignote chaque année cette zone militaire. Une tendance qui inquiète Cho Do-soon. La zone démilitarisée se réduit d'année en année. Des mines sont enlevées pour permettre aux agriculteurs d'étendre leurs champs et toute la zone attire beaucoup de promoteurs immobiliers pour construire des routes, des logements, car les terrains ne sont pas chers. Je crains que d'ici une dizaine d'années, cette zone tampon qui protège la nature ne soit plus là. Cet expert n'est pas le seul inquiet. Au beau milieu de cette zone, pourtant interdite aux civils, travaillent quelques personnes qui dépendent de cet environnement protégé. Chaque année, ils enlèvent des barbelés et commencent à construire de plus en plus à l'intérieur de la zone démilitarisée, des logements, des usines. Chaque barbelé enlevé est une menace de plus pour la nature et toutes les autres espèces qui vivent ici. Il faut les protéger. Park Jong-son, 42 ans, est apiculteur. Il fait partie de la poignée de civils autorisés à travailler dans cette zone interdite. Passé le poste de contrôle de la première division d'infanterie sud-coréenne, nous le retrouvons en plein cœur de la zone démilitarisée, tout proche de la frontière avec la Corée du Nord. Un petit terrain entouré d'arbres, loin de la civilisation, une zone unique dans laquelle il a choisi de travailler. Ma mère est sud-coréenne. Mais mon père est nord-coréen. Il est venu au sud après avoir fait défection. Je suis né non loin d'ici, à Paju, mais je voulais vraiment me rapprocher du pays de mon père. Donc j'ai pris un terrain ici. Outre le vrombissement des abeilles, au loin, des explosions se font entendre, nous rappelant que l'armée n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'on entend là exactement ? Ça, je pense que ce sont les chars d'assaut de la base militaire à proximité qui s'entraînent. Rien d'inquiétant.
Le lieutenant Ko Ji-yeon, qui nous accompagne, se veut rassurante, mais le travail dans une zone militaire est parfois un casse-tête pour l'apiculteur. L'armée ne me laisse venir ici que de 8h à 18h. Ce qui peut être embêtant, car de temps en temps, je dois venir très tôt ou rester très tard pour m'occuper des abeilles. Mais je suis forcé de partir et d'attendre les heures d'ouverture de la zone démilitarisée. L'hiver approchant, Park Jong-son s'attache à chouchouter ses abeilles pour ne pas qu'elles périssent du froid. Au-delà de l'environnement et de l'armée, Monsieur Park, par son parcours familial et professionnel, est un véritable trait d'union dans une péninsule coupée en deux. Au travers des barbelés, il rêve un jour d'une réunification avec le pays de son père. Comme beaucoup d'autres ici, je suis partisan de la réunification des deux Corées. Mon rêve serait d'aller en Corée du Nord, élever mes abeilles sur la montagne sacrée Paektusan. Si la réunification vient un jour, nul doute que la réserve naturelle qui sépare les deux Corées sera l'objet d'un nouveau conflit entre protecteurs de l'environnement et partisans du développement urbain. Célio Fioretti pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et nous sommes d'abord au Suriname avec une distribution générale. Royalties pour tous, voilà ce qu'a scandé hier à la tribune Chan Santoki, le président du Suriname, qui s'exprimait à l'occasion de la fête nationale, célébration de l'indépendance acquise en 1975 par cette ancienne colonie néerlandaise. Une grande annonce, chaque citoyen va recevoir une épargne d'une valeur de $750 américains avec un intérêt annuel de 7% de l'argent issu des rentes du pétrole et du gaz. Le Suriname dispose de grandes réserves. Vous êtes copropriétaire des revenus pétroliers, a lancé le président à ses concitoyens. Le dispositif est assez inédit sous cette forme dans le monde. La rente pétrolière est plutôt un sujet de discorde dans les pays producteurs. Elle est souvent très inégalement répartie. Cette mesure ne devrait pas être mise en place avant 2028 et l'exploitation d'un gisement en mer acheté par Total Energy, 10 milliards et demi de dollars d'investissement. Bien loin des considérations climatiques, l'exploitation des hydrocarbures est vue comme une chance au Suriname. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Et nous sommes en Turquie, Kevin, où une manifestation s'est mal terminée. Oui, des dizaines de personnes arrêtées hier soir à Istanbul alors qu'elles participaient à un rassemblement à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Les manifestants ont essayé de pénétrer sur l'avenue Istiklal qui mène à la place Taksim, quartier où il est formellement interdit de manifester depuis plus de 10 ans. Des images d'arrestation parfois musclées de femmes, notamment alors qu'elles manifestaient justement pour demander plus de protection dans un pays où plus de 400 féminicides ont été recensés depuis le début de l'année. Les associations féministes en Turquie demandent également le retour de leur pays au sein de la Convention d'Istanbul, traité international contre les violences faites aux femmes. Le président conservateur Erdogan s'en est retiré il y a 3 ans. Et puis nous sommes en Allemagne où un partenariat continue de faire débat. Oui, au sein de la maison Borussia Dortmund, l'un des plus grands clubs de foot du pays, régulièrement qualifié en Ligue des Champions. Il joue d'ailleurs demain face à Zagreb. Sauf que depuis le printemps, il y a des tensions en interne. La direction a conclu un contrat de sponsoring avec Rheinmetall Entreprise, qui est dans le top 20 mondial des fabricants d'armes. Il fournit notamment des obus à l'Ukraine. Dimanche, lors de l'Assemblée générale du club, une majorité de membres a voté contre ce partenariat, mettant en difficulté le président qui assume toujours sa décision, estimant que son club a besoin d'argent, mais il reconnaît que ce vote est un signal clair et dit vouloir organiser une consultation des 218 000 membres du club pour avoir leur avis. Depuis des mois, les supporters se mobilisent, notamment en déployant des banderoles en tribune. Nos valeurs écrasées par les chars, pouvait-on lire par exemple. Le montant du contrat de 3 ans n'a jamais été dévoilé. Il faut préciser que Rheinmetall n'est pas sponsor titre. Il n'apparaît donc pas sur les maillots du Borussia. Manquerait plus que ça. Tiens, merci beaucoup Kevin. Tiens, vous partez avec une chanson qui a eu son heure de gloire quand les jeunes Américains partaient au Vietnam et que toute une génération se sentait impuissante à arrêter ce conflit. Buffalo Springfield, For What It's Worth. Ça date de 66, dites-moi. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling
nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Buffalo Springfield, For What It's Worth, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvan. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, Donald Trump lance sa guerre commerciale. Il a annoncé hier une hausse des droits de douane sur les produits venus de Chine, du Canada et aussi du Mexique. Ce soir, vous nous dites pourquoi cette annonce montre à quel point Trump est obsédé par la rivalité avec Pékin. Canada, Mexique et Chine. Donald Trump vise les 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Il promet des décrets dans la foulée de son investiture le 20 janvier, plus 25% de droits de douane sur tous les produits provenant du Mexique et du Canada, et plus 10% sur les produits chinois en attendant d'autres augmentations possibles. C'est fidèle à son programme de campagne protectionnisme America First. Trump, saison 1 déjà, avait taxé les importations et visé la Chine. Cette fois, il s'en prend donc aussi à ses voisins, Canada et Mexique. Le Premier ministre du Québec y voit un risque énorme pour l'économie canadienne. Et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, écrit à Trump « Les tarifs douaniers n'arrêteront pas l'immigration ou la consommation de drogue ». Et alors pourquoi cette référence à ces deux phénomènes ? Parce que c'est la raison invoquée par Trump pour augmenter les droits de douane. La taxe restera en vigueur, annonce-t-il, jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les migrants illégaux arrêtent d'envahir notre pays. L'immigration, Trump en a beaucoup parlé en campagne. Le républicain estime donc que le Mexique et le Canada doivent en faire plus pour contenir les flux migratoires vers les États-Unis. Quant aux drogues, le fentanyl tue chaque année des dizaines de milliers d'Américains victimes d'overdoses. Les drogues de synthèse sont composées de produits venus de Chine. On y revient. Washington demande à Pékin plus d'efforts pour lutter contre ces trafics. Et alors, est-ce que ça porte ses fruits ? Il y a eu quelques avancées ces derniers mois, surtout depuis une rencontre il y a un an entre Joe Biden et Xi Jinping en Californie. La Chine a récemment renforcé les contrôles sur plusieurs composants du fentanyl. Mais des producteurs parviennent à contourner la loi. La drogue est toujours fabriquée en grande quantité par des cartels au Mexique et Pékin reste montré du doigt par Washington. Les annonces d'hier sur le fentanyl vise donc d'abord la Chine. Pour les droits de douane sur les produits chinois, ce n'est peut-être que le début, plus 10% d'abord, mais Trump a évoqué 60% de hausse, voire 200% par exemple sur les voitures électriques. Les États-Unis accusent un fort déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Ils lui reprochent des pratiques déloyales, des aides d'État trop importantes, voire du vol de technologie. Donc Trump fera de la Chine une cible privilégiée. Oui, les droits de douane seront sa première arme. Donald Trump semble prêt à une guerre commerciale
commerciale féroce, une guerre que personne ne gagnera, prévient aujourd'hui la diplomatie chinoise. Le président élu américain a nommé secrétaire au commerce un farouche adversaire de la Chine, le financier milliardaire Howard Lutnick. D'autres nominations envoient le même message, Marco Rubio, secrétaire d'État, ou Mike Waltz à la sécurité nationale. Des diplomates en France, en Europe, estiment qu'il faudra d'abord lire la politique étrangère de Trump à la lumière, Fabienne, de la rivalité avec la Chine. Des Ukrainiens, par exemple, y voient la principale raison d'une main tendue de Trump à Poutine, diviser la Russie et la Chine, priver Pékin d'un allié. Franck Maddevon, à demain. Franck, le mardi et jusqu'à l'investiture de Donald Trump, c'est Hélène Chevalier, Hélène au pays des 50 États. France Inter. We are Americans. Et cette semaine, Hélène, vous nous emmenez à la ferme avec Jessie qui élève des dindes. Oui, car dans 2 jours, c'est Thanksgiving ici et il est bien difficile d'échapper à la turkey. Elle est partout. Les enfants font des chapeaux en forme de dinde à l'école. Elle décore les entrées des maisons et surtout, elle envahit les supermarchés. L'année dernière, pour mon premier Thanksgiving, je ne comprenais pas ce qu'étaient les centaines de gros ballons ronds emballés dans du plastique dans les vitrines réfrigérées. Il a fallu que je lise l'étiquette pour comprendre qu'il s'agissait de dindes. 46 millions de ces volatiles sont tués pour cette fête. Ramené à la population américaine, ça représente une dinde pour 7 personnes. C'est énorme. 99% grandissent dans des élevages industriels et vu la taille des bestioles, elles ne mangent pas que du grain. Mais il existe aussi un élevage raisonné aux États-Unis, comme la Whiffle Tree Farm, 150 hectares dans la campagne de l'État de Virginie. Et c'est la ferme de Jessie. Le problème quand on va dans un élevage de dindes quelques jours avant Thanksgiving, c'est que les volailles ne sont plus dans les champs, mais dans les vitrines réfrigérées. Ça, ce sont nos produits, les poulets, les dindes, les différents steaks de bœuf et les morceaux de viande. Là. C'est dans le petit magasin de sa ferme que j'ai retrouvé Jessie. On sort pour faire un petit tour de la propriété. Sur le chemin, il m'explique que cela ne fait que 15 ans qu'il est dans le métier. J'ai pas grandi dans une famille d'agriculteurs. Et c'est quoi votre parcours ? Vous savez, j'ai grandi dans une banlieue pavillonnaire, je suis allé à l'université, j'ai étudié la théologie et j'ai envisagé de faire une école de médecine. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture. À partir de là, j'ai continué à explorer cette idée, à me rendre chez des agriculteurs, à lire beaucoup de livres. Et j'ai réalisé que c'était le genre de travail que j'aimerais vraiment faire. Le téléphone de l'agriculteur n'arrête pas de sonner. Thanksgiving, c'est la période la plus chargée. Tout le monde veut une dinde. Ils l'achètent tous en même temps. Vous ne pouvez pas vous tromper dans leur commande. L'enjeu est de taille. La famille et les amis viennent. Ils sont probablement un peu stressés parce qu'ils pensent que ce n'est pas facile à cuisiner. Et au total, cette année, 1200 dindes ont gambadé pendant leurs 4 mois d'existence dans les champs de l'exploitation. Nous élevons des poulets, des œufs, des dindes, du porc et du bœuf. Pas d'antibio, pas de produits chimiques, pas de céréales OGM. Notre bœuf est nourri à 100% à l'herbe. Parce qu'ici, on est sur un élevage raisonné où tous les animaux pâturent. C'est fastidieux à faire. Déplacer des animaux demande beaucoup de travail et il faut tenir compte de leur abri et de choses comme ça. C'est donc le genre de tâche que le secteur agroalimentaire ne fait généralement pas parce que c'est trop délicat et que cela demande beaucoup de travail. Et justement, tiens, à défaut de dinde, voilà donc les cochons en plein air. Ils sont 42 à gratter le sol avec leurs groins et s'essuyer au passage sur nos pantalons. Si vous mangez des animaux malades, vous allez tomber malade. Et je pense que les gens prennent de plus en plus conscience de la mauvaise qualité des aliments industriels et du fait que les animaux sont mal élevés. Jessie vend ses produits directement aux consommateurs sans passer par des distributeurs. Est-ce qu'il gagne correctement sa vie ? On a de plus en plus de clients chaque année. Rien de dingue, mais ça augmente. Là, c'est le petit cri de la journaliste qui vient de se faire mordre la fesse. On peut passer de l'autre côté de la barrière. Ce sera peut-être plus sûr. Je crois qu'environ 1% des dollars américains consacrés à l'alimentation vont à des agriculteurs comme nous. La majeure partie de l'argent que les Américains consacrent à l'alimentation va donc à des produits ultra transformés issus de l'agriculture conventionnelle. C'est là que se situe notre défi. Trouver des clients, les éduquer. Cela dit, ce n'est pas du tout impossible. Je ne suis pas un génie. Ma famille et moi, nous ne sommes pas riches, mais on est confort. Nous payons nos factures et nous nous en sortons bien. Mais je sais aussi que si vous voulez gagner de l'argent rapidement aux États-Unis, ce n'est pas la bonne carrière. Notre éleveur de dinde préfère ne pas dire pour qui il a voté, mais il est plutôt confiant en l'avenir, même s'il n'a jamais entendu parler de la future ministre de l'Agriculture.
Alors ça, c'est le bruit du quad de Roberta, une de ses filles. Il est midi un jeudi. Elle n'est pas à l'école? Non, ma mère nous fait l'école à la maison. Là, j'ai fini, donc je m'occupe de mes vaches. Okay, we'll leave it to it, Roberta. Combien d'enfants vous avez? 8. Yeah. Guess just like for us, you know, Une part de notre vision de la ferme était d'avoir notre famille tout le temps ensemble. Je comprends aussi que les enseignements proposés par l'école publique ne correspondent pas aux valeurs du couple. Ma femme et moi aimons vraiment Shakespeare, Platon, Aristote, ces auteurs. Ce n'est pas vraiment ce que lisent les enfants à l'école. Ces livres, ce sont des trésors. Et puis il y a aussi le fait que ma femme et moi sommes catholiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer une école privée, mais nous voulions élever nos enfants dans la foi catholique. Jessie a hâte de célébrer Thanksgiving avec ses parents, ses frères et sœurs et leurs enfants. Ils seront 28 autour de la table ce jeudi soir. Et combien de dindes pour nourrir tout ce petit monde? Eh bien seulement 2. Et encore, elles sont garanties sans hormones. Et ben voilà, donc une toute petite part pour chacun. Hélène Chevalier, merci beaucoup.